Bonjour, je m'appelle Renée Gaillousté, je suis architecte, ou plus exactement j'étais architecte parce que ça fait une vingtaine d'années que je n'exerce plus, mais j'ai exercé pendant une trentaine d'années cette profession et ça a été un grand plaisir. Enfin, les gens qui sont ici et qui font de l'architecture ne me dédiront pas. C'est vraiment une profession intéressante, agréable, très, très variée, où on rencontre beaucoup de gens et où on a l'occasion de faire des choses à plusieurs niveaux. Bon, un petit peu de dessin, mais moi j'ai jamais été très forte en dessin. Beaucoup de discussions et puis beaucoup de rencontres avec des gens divers, les gens qui vous commandent le travail et puis surtout les gens qui font le travail. Moi j'ai toujours eu de très très bons rapports avec les chefs de chantier. Au démarrage, c'est plus compliqué que ça parce qu'au démarrage, j'ai fait 4 années de philo à la Sorbonne. Assez mal à vrai dire parce que je militais beaucoup plus que je travaillais. C'est bien dommage d'ailleurs, mais enfin c'était comme ça. Et puis après, j'ai eu des amis qui sont passés à l'architecture, qui étaient avec moi d'ailleurs aussi en Sorbonne. Et pendant un an, je les ai fréquentés bon, sur le plan amical. Et puis j'ai trouvé que ce qu'ils faisaient était beaucoup plus amusant que moi, parce que je ne voyais pas d'autres débouchés à, à la philo que l'enseignement. Et je n'avais pas vraiment très envie de faire ça. Et c'est pour ça que je suis passée en architecture, un peu pour fuir un, un destin d'enseignante. Et puis après, malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, j'ai fait de l'enseignement en architecture, mais pas énormément. J'ai beaucoup plus construit que enseigné l'architecture. Oui, enfin j'étais surtout dans un mouvement d'idées des étudiants communistes, hein. Et c'était beaucoup ça qui enfin qui faisait qu'on se préoccupait du sort des gens. Parce que sur le plan politique, on avait quand même enfin comment dire, quelques idées forces qui faisaient qu'on était attentif à la façon dont les gens pouvaient accéder à du logement social et aussi à l'idée qu'on se faisait du logement social qui consistait justement à ne jamais dire logement social, mais à dire logement. Oh, révolutionnaire non, parce que c'était quand même une période où on construisait énormément de collectifs, mais peut-être que ce qui était un peu révolutionnaire, c'était de construire des logements collectifs dont tous les logements étaient différents. Ici, par exemple, il y a 136 logements et les 136 logements sont différents. Et ça, c'était beaucoup sous l'impulsion de Renaudie qui avait commencé à travailler comme ça pour Ivry et pour Saint-Martin-d'Air et pour Givors. Et bon, cet exemple-là nous a beaucoup marqué. Et puis, c'est certainement une façon beaucoup plus intéressante de travailler, d'avoir à faire 136 logements différents que de répéter un logement type. Oui, c'est sûr que c'est très très important. D'abord, c'est important intellectuellement parce que ça oblige à réfléchir sur des bâtiments qui n'ont pas tellement comment dire, leurs prédécesseurs. On est obligé d'inventer une façon d'aménager les, les habitations. Alors pour Spinoza, qui n'est pas très loin d'ici, si ça vous amuse, vous pourriez aller le voir. On a fait 3 bars qui sont plus ou moins éclatés. Et puis il y a des équipements au rez-de-chaussée qui passent sous ces bars. Et puis il y a la crèche qui occupe euh, pratiquement deux niveaux de ces bars tout en haut, avec un ascenseur particulier, parce qu'on nous disait que ça créerait des problèmes si c'était le même ascenseur qui servait pour les logements et pour la crèche. Alors la crèche, ben, c'est accessible par un ascenseur plus ou moins privé. Et des choses comme ça, à l'époque, ne se faisaient pas tellement, parce qu'il y avait toujours des raisons objectives pour ne pas faire ça, du genre, les financements ne vont pas arriver en même temps, donc on ne vous pourrez pas construire ces choses-là en même temps, parce que vous aurez de l'argent pour les logements, mais vous n'en aurez pas pour la crèche. Or, grâce à l'intelligence de la responsable de l'office d'HLM d'Ivry, Raymond Laluc, qui était une personne très attachante, ces choses-là, enfin les difficultés qui étaient soulevées finalement se sont effacées parce qu'elle a pris le problème en main
Et avec l'aide de la ville, elle a réussi à regrouper plus ou moins les financements de façon à ce qu'il n'y ait pas un morceau du bâtiment qui reste vide en attendant que le fric arrive. Mais bon, ça a été une expérience quand même qui était très très liée à l'esthétique corbuséenne, avec des bâtiments en barre et puis des équipements qui se baladaient autour et en dessous. Et après, on a appris à travailler différemment, beaucoup grâce à l'impulsion que Renaudy a donnée à son propre travail. On l'a bien regardé et on a pu faire par exemple un immeuble comme celui-là où il y a 136 logements, mais il y a 30 ateliers en bas, dont certains sont devenus des logements, ce que je regrette personnellement. Mais pendant longtemps, moi j'ai eu un atelier de 150 mètres carrés au rez-de-chaussée et j'habitais ici. Et en bas, il y a des grandes circulations qui permettent de relier des rues importantes d'Ivry et de relier aussi la place de la mairie, enfin la place qui est à côté de la mairie, avec, avec Paris en fait, avec le sud d'Ivry. Tout le rez-de-chaussée, il y a des éléments qui sont bâtis, mais il y a aussi tout un système de circulation qui permet de traverser Ivry au moins dans 2 sens différents, sinon 3. Essentiellement, enfin pas seulement, parce que un des premiers boulots que j'ai fait qui était important, c'était une banque boulevard Haussmann. Et quand j'ai eu fini ce chantier, je me suis aperçue que c'était le même budget que les 96 logements HLM que j'avais construits parallèlement à Ivry. Alors je ne peux pas dire que ce soit pour ça que j'ai construit essentiellement des logements HLM, mais j'ai pas eu l'occasion d'avoir d'autres boulots du type une banque, et ça m'a pas vraiment manqué, à vrai dire. Oui, enfin l'idée c'était justement de ne pas stocker les gens, mais de leur donner des logements qui pouvaient convenir à leurs désirs aux uns et aux autres. Alors c'est vrai que dans un immeuble comme celui-là, il y a 136 logements, il doit y avoir à peu près 110 logements avec des terrasses, puisque le système de construction c'est des gradins successifs. Alors là, sous nos pieds, il y a un autre logement, bien évidemment, qu'on n'entend jamais, heureusement, parce que l'isolation phonique est efficace. Et l'idée aussi, c'était de traiter tout ce qui était des terrasses comme des terrasses, comme un jardin. Ne pas avoir des terrasses d'allées avec des pots de fleurs ou des bacs à plantes, mais d'avoir 30 cm de terre sur l'ensemble de la surface de la terrasse, ce qui fait que même si vous ne vous occupez pas de la terrasse, ça pousse, parce que les oiseaux mettent des graines, enfin bon, il y a plein d'éléments qui font que dès qu'il y a de la terre, ça pousse. Et là, bon, c'est un peu tôt en saison, j'aurais préféré que vous veniez 2 mois plus tard, parce que dans 2 mois, bon, vraiment, il y a énormément de choses qui poussent. Quelque chose que j'ai planté un arbre sur 2 ici, mais j'ai pas pratiquement plus rien planté, et toutes ces choses-là, c'est le vent et les oiseaux qui les ont amenées. Et c'est très reposant de travailler comme ça pour un jardin. Bon, il y a des gens qui font de la mosaïculture et ça les regarde si ça leur plaît. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus amusant de voir changer la terrasse au fil des ans sans qu'on fasse rien de spécial pour ça. Oui, mais c'est un peu normal, bon, parce que Renaudy était Grand Prix de l'architecture, et puis aussi parce que c'est un grand architecte, et puis surtout parce que c'est un grand architecte. Enfin, il a fait Givors, c'est vraiment un ensemble de logements magnifiques. Saint-Martin-d'Air, c'est pas mal aussi. Et puis, il a quand même beaucoup contribué à ce qu'Ivry soit ce qu'il devait être, parce que à l'origine, moi, j'avais piqueté des tours dans le centre d'Ivry, et puis j'avais installé des éléments comment dire, fonctionnel au pied de ces tours. Et c'est lui qui, le premier, quand il a fait Casanova, a montré qu'on pouvait à la fois faire des logements et une école dans le même ensemble de bâtiments, ce qui est très intéressant sur le plan de la conception, parce que les programmes comment dire, s'ajoutent, quoi. Et le fait qu'il y ait une école, ça peut donner des vues des logements sur cette école, ou même des rapports de volume entre les volumes des logements et l'école, qui font qu'on est
dans un système qui est beaucoup plus riche que d'avoir une zone pavillonnaire, une zone d'habitat collectif, et puis les équipements qui sont répartis tout autour. Moi, j'ai fait un immeuble auquel je tiens beaucoup personnellement, c'est l'immeuble Spinoza, parce que dans la programmation, c'était vraiment un ensemble. Il y avait 80 logements, mais il y avait une crèche, il y avait une bibliothèque enfantine, un centre de médecine psychopédagogique, des lieux de médecine privés, enfin tout un ensemble qui était groupé dans le même bâtiment. Mais je dois dire que je l'ai fait avec une esthétique encore assez corbusienne, puisque les logements constituent 3 barres en étoile, et puis les équipements, la crèche utilise l'ensemble de cette barre en hauteur, et puis les autres équipements sont au rez-de-chaussée, sous des arcades très importantes qui sont une des caractéristiques de l'immeuble, qui constitue par là même un lieu public entre plusieurs rues. Et puis là-dessous, on rentre plus ou moins de force, mais enfin ça rentre bien. Les équipements qu'on veut, une bibliothèque enfantine, un CMPP, enfin ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'était une petite agence, hein. Au début, c'était mon ancien logement à Paris qui servait d'agence. Je ne sais pas si Vélita a connu cette période. Oui. Et dès qu'on a construit ça, avant même d'ailleurs que l'ensemble soit construit, on s'est installé au rez-de-chaussée dans un local de 150 mètres carrés où l'agence a vécu pendant une quinzaine d'années avant qu'elle ferme. Et si elle a fermé, ce n'était pas vraiment une décision, c'est parce que je n'avais plus de boulot. Comme je n'avais plus de commandes, l'agence s'est arrêtée. Enfin, il n'y a pas eu, comment dire, de choix. À un moment donné, je ne me suis pas dit j'arrête. Moi, personnellement, je trouvais agréable de travailler dans ce contexte-là. Je crois que j'aurais pas aimé avoir une agence avec 40 ou 50 personnes, ça m'aurait pas plu. Mais une agence avec 4-5 personnes, c'était agréable. J'ai dû faire à peu près 1000 logements. Peut-être pas tout à fait 1000, mais enfin pas loin de 1000. Toujours en des tranches qu'on peut trouver confortables, parce que maintenant, les architectes sont contents quand ils ont 10 ou 15 logements à faire. Les moyennes des tranches, c'était une centaine de logements. Un peu moins quelquefois, un peu plus à d'autres moments, mais l'ordre de grandeur des constructions, c'était une centaine de logements. Ah ça c'est possible, mais enfin moi j'ai connu l'époque où c'était le BERIM qui était un bureau d'études plus ou moins lié au PC, qui était le bureau d'études presque imposé. Et puis à un moment donné, Dieu sait pourquoi, on a ouvert les portes. On nous a dit vous pouvez prendre le bureau d'études que vous voulez. Et c'est là que j'ai travaillé pendant un temps avec Nikos Chadidakis, qui était l'ingénieur qui avait calculé Marseille, donc c'était une bonne référence, n'est-ce pas? Et qui était un type épatant, enfin vraiment très très bien. Il y avait 3 agences. Il y avait Tournon Branly, Oui. Il y avait Herbès de la Tour. Oui. Et à part ça, il y avait toi. Oui, il y en avait quand même d'autres, peut-être que tu ne connaissais pas, parce que moi j'ai une amie qui a longtemps travaillé chez Boileau-Labourdette et qui s'est établie comme architecte, mais avec son mari. C'est vrai que très souvent, les agences de femmes, c'est des agences de couple. C'est vrai, c'est vrai. Et bon, moi il se trouve que j'ai toujours dirigé seule l'agence et qu'il y a d'autres cas comme ça. Marion par exemple travaillait seule aussi. Il n'y a pas comme une mesure, c'était vraiment exceptionnel à l'époque. C'est pour moi qui sortais de l'école, plus la liberté, tu t'autorisais énormément de liberté et d'imagination dans ta création. Femme, homme, comparé à la production architecturale de l'époque, pour moi c'était magique de transgression des règles établies et de diversité dans la création. Bon, il faut dire que notre enseignement principal, c'était les œuvres complètes de Corbu. On avait les 6 volumes de la collection Giersberger, on les regardait énormément. Et puis il y a eu des rencontres intéressantes qui n'étaient d'ailleurs pas totalement dissociées de Corbu. Moi j'ai travaillé pas très longtemps, 6 ou 8 mois, 6-7 mois plutôt, chez Candilis Josic Woods.
Et peut-être que ça vous dit rien, Candelis, José Coute, mais c'était un peu des gens dans dans la tradition Corbu, qui avaient construit toute une ville dans le midi de la France, Bagnols-sur-Cèze, et qui construisaient aussi à Paris. Et je ne suis pas restée très très longtemps chez eux, mais quelqu'un comme Woods, par exemple, m'a beaucoup impressionné. Il y a d'ailleurs un livre de lui qui est sorti à Paris il n'y a pas très très longtemps, et si vous tombez dessus, lisez-le, parce que c'était un personnage vraiment attachant. Josique était très très sympa, Candelis cavalait après les affaires, on le voyait très très peu, et cette expérience-là, qui n'a pas duré très très longtemps, enfin elle s'est arrêtée tout simplement parce que j'ai fait une fille entre-temps, et là j'ai été obligée de m'arrêter quelques mois quand même. Mais cette petite expérience-là, pour moi, a été très très importante. Et je ne peux pas dire que j'ai eu une expérience particulière avec les architectes femmes, mais il y a toujours eu des filles à l'agence, hein, je ne crois pas trop me tromper. Il y avait même quelquefois une majorité de filles à l'agence. Mais il y a eu comme ça des piliers. Vincent Fidon était un de ces piliers, Jean-Patrick Dess aussi, mais Veneta aussi était un pilier, si je puis dire. Et il n'y avait vraiment aucune décision de prendre une fille plutôt qu'un garçon. On n'avait pas de principe du genre, il vaut mieux travailler avec des filles. Mais si une fille se présentait, qu'elle était intéressée par ce qu'on faisait, et si on avait du boulot pour elle, bien évidemment, on la prenait. Oui, on peut dire aussi que c'est parce que c'est une profession qui se dévalorise. Enfin, c'est ce qu'on dit toujours, que quand des professions se féminisent, c'est peut-être parce qu'elles se dévalorisent. Enfin, moi, je ne pense pas que ce soit ça. Enfin, mais je pense que, étant donné que les écoles d'architecture étaient ouvertes aux femmes, pas toutes, hein, il y en avait quelques-unes qui n'étaient pas encore ouvertes aux femmes quand moi j'y étais. Mais enfin, l'atelier Lotz, l'atelier Faugeron, où j'ai fait mes études, était complètement ouvert aux femmes, mais il y avait, je sais pas, 8-10 femmes pour 40 garçons, hein, c'était ça la proportion. Mais on était bien accueillis, enfin on n'a jamais eu de problème particulier. Il y avait quelques ateliers qui n'acceptaient pas les femmes, il y avait des brimades, des choses comme ça, mais moi j'ai pas connu ça. C'est possible, à vrai dire j'ai complètement oublié. Mais, mais oui, 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 je me souviens qu'ils avaient un très beau local Place des Vosges. Toujours, oui. Voilà, c'est à peu près la seule chose dont je me souviens. Et je pense que si j'ai été membre de l'Académie d'architecture, c'est sans doute grâce à Marion Tournon-Branly. Et peut-être à cause de Devinois. Devinois, nous avions pratiqué le même atelier. L'atelier Lotz, je pense. Je pense pas qu'il était à l'atelier Faugeron. Moi, je suis restée plusieurs années chez Lotz. Et puis après, j'ai fini mon école chez Faugeron, du point de vue, comment dire, enfin, bon, projet à remettre. Et mon diplôme, proprement dit, je l'ai fait complètement isolément chez moi. Et sans voir personne et sans le montrer à personne. Bon, je l'ai eu quand même, hein, mais enfin, je pense que c'est quand même pas un très bon exemple de collaboration entre les générations, parce qu'il y avait quand même quelqu'un qui était censé suivre mon diplôme, comme on disait, et j'ai oublié son nom. Je sais qu'une fois il m'a téléphoné, il m'a demandé comment ça allait, je lui ai dit très bien, merci, et puis j'ai raccroché, puis ça a été fini. Il n'a jamais vu mon diplôme avant, par contre il devait être au jury. Mais je ne sais plus qui c'était celui-là, ça fait trop longtemps. Il y avait Marion Tournon-Branly, c'était d'ailleurs pour ça que j'y étais. Et il y avait quelques autres femmes. Il y avait une femme, je crois que c'était la femme de Devinois qui était d'origine roumaine, je crois, je sais, Nadia David Devinois, j'ai oublié son nom roumain. Mais finalement, j'ai très très peu fréquenté ces milieux-là, parce que toutes ces réunions de discussion un peu vaseuses, ça m'excitait pas beaucoup. En fait, ça serait mieux de me demander pourquoi j'y suis allée. C'est parce que j'avais plus de travail du tout. À un moment donné, ça arrive à tout le monde. Et c'est Coq qui m'a proposé un poste d'enseignant. Il était directeur de l'école spéciale à cette époque. Et je me souviendrai toujours, il m'a dit, ça te paiera tes banilons.
À UP6, à un moment donné, j'étais je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, il y avait une sorte de conseil pédagogique, j'y étais, et j'y ai rencontré des gens intéressants d'ailleurs, et j'ai fréquenté ça, mais un peu en pointillé. Enfin, j'ai jamais été une fanatique de ce genre de réunion où on discute. Mais j'ai quand même participé à des réunions. Je me souviens d'une réunion qui avait lieu à je sais pas, c'était pas à Givors, non, c'était à Lyon, c'était dans le bâtiment de Corbu, près de Lyon, là, le couvent. Oui, à l'Arbrel, oui. Et il y a eu comme ça 48 heures de travail en commun des architectes. Et ça m'avait beaucoup amusé parce qu'au bout de 24 heures, on s'était tout dit et tout le monde est rentré chez soi au bout de 24 heures alors que c'était prévu pour 48 heures. Mais on n'avait plus rien à se dire au bout de 24 heures. Enfin, ça, c'est assez typique de ce genre de réunion. On vous invite, vous dites ce que vous avez à dire et puis après vous vous en allez. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? C'est possible parce que quand on est architecte, on gagne quand même à peu près sa vie correctement. Donc on peut payer une femme au ménage dans le logement. Enfin bon, je plaisante un peu, mais moi ça m'a pas posé de problème particulier. Et puis j'ai toujours travaillé seule, donc il n'y a pas eu de moment de rupture, quoi. J'ai pas eu un moment où j'ai décidé de travailler seule alors qu'on était plusieurs avant. J'ai toujours travaillé seule et ça m'a jamais posé de problème particulier. Et bon, je dois dire que peut-être que c'était parce que j'étais une femme, j'ai gardé jusqu'à maintenant des bonnes relations avec des chefs de chantier. Ils ont construit il y a 30 ans, mais je les revois régulièrement. Je suis allée aux Canaries il y a quelques années parce qu'il y en avait un qui s'était construit une maison là-bas. Enfin, il avait fait mieux. Il s'était construit une maison là-bas et il avait construit une maison pour les invités avec toutes les casseroles qu'il fallait, etc. Alors quand on arrivait aux Canaries, on cherchait une adresse d'hôtel et là on voyait arriver Rodolphe qui vous emmenait et qui disait voilà, il y a cette maison, vous l'utilisez tant que vous voulez, elle est pour vous. Et c'était des gens très chaleureux et très sympas. Rodolphe est mort maintenant, mais Aldo est toujours vivant et j'ai toujours de bonnes relations avec lui. J'ai gardé un souvenir un peu grinçant de la période où j'ai travaillé pour une ville nouvelle. J'ai travaillé pour Évry et c'était le royaume du blabla. Il y avait des réunions sans arrêt, ça discutait beaucoup. Et puis je me souviens un jour être arrivé avec une proposition, une maquette, quoi. Et le responsable de la réunion a pris la maquette et l'a mis dans son dos pour qu'on ne la voie pas. Enfin ça c'était un peu le style de la maison, quoi. Mais dans l'ensemble, moi j'ai plutôt travaillé d'une façon indépendante, avec des maîtres d'ouvrage que j'aimais bien. Je crois qu'ils s'en foutaient. Oui. Enfin, je crois qu'ils s'en foutaient que je sois une femme. Du moment qu'on amenait dans le débat des choses utiles, que ce soit un homme ou une femme, les gens ne sont pas tellement antiféministes, hein. Moi, j'ai jamais tellement rencontré ça. Enfin, je l'ai jamais rencontré officiellement. Alors, je dis pas qu'en douce, ils disaient peut-être, elle nous emmerde, celle-là, elle est chieuse, hein. C'est possible, mais je l'ai jamais rencontré publiquement. Et avec les gens du chantier, au contraire, c'était plutôt un atout d'être une femme, parce que bon, sur les chantiers, on s'engueule, on se traite de minables, etc. Et avec les femmes, c'est pas possible. Et j'avais pas une autorité particulière, hein, j'étais pas particulièrement emmerdante, mais il y avait des choses que je tolérais pas. Du moment que j'avais demandé un truc, je trouvais que c'était normal qu'ils le fassent. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. J'ai eu de bons rapports avec les chefs de chantier. Pas avec tous, hein. Quand j'ai construit Marat, c'était plus la SGCI qui construisait, c'était une autre boîte, je ne sais même plus son nom. Et là, ça a été pesant parce qu'il y avait un chef de chantier qui essayait tous les moyens de me mettre de l'huile par terre pour que je me casse la gueule. Et là, ça a été quand même une bagarre perpétuelle pendant tout le chantier. En plus, Marat, c'était au-dessus de la voûte du métro, ce qui facilitait pas les choses, n'est-ce pas? Mais enfin, au bout, on a fait ce qu'on a voulu, mais on n'est pas resté copains avec ce chef de chantier-là. Oh oui, oui, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Ivona Bukowska, qui est installée à Ivry
et qui a construit des choses très très intéressantes. Elle a construit dans la banlieue parisienne, je ne sais plus le nom de la commune, un quartier de 300 logements, tout en bois. Yvonna, c'est plutôt la génération de mes filles, quoi. Mais il y a une dame qui a travaillé longtemps pour Boileau-la-Bourdette et qui après s'est installée personnellement. Et elle a fait, dans la période où elle s'est installée personnellement avec son mari, il faut dire, elle a fait un très beau collège en banlieue parisienne. Je suis incapable de vous dire où exactement, mais j'étais allée le visiter, je trouvais ça vraiment intéressant. Et puis il y en a certainement plein d'autres. Oui. Il y en a qui travaillent en couple, comme Catherine Fiumani avec Gilles Jacquemot. Et Catherine Fiumani, elle fait toute une carrière d'enseignante à UP6. Mais ils ont construit des choses vraiment intéressantes, en particulier dans l'île Saint-Denis. Ils ont construit une rangée de maisons répétitives, mais qui se reflètent dans la Seine. Je pense que c'est la Seine, dans l'île Saint-Denis. Et c'est vraiment un bel ensemble. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est vraiment bien. Je pense que c'est normal. Je ne peux même pas dire que je le souhaite. Je pense que c'est complètement normal que les femmes émergent là-dedans comme elles émergent partout. Puisque c'est notre monde qui est comme ça. Les femmes émergent, les femmes travaillent. Pour le moment, ce n'est pas encore la grande majorité des femmes, mais ça le deviendra certainement. La dernière fois que j'ai été amenée comme ça à parler aux jeunes générations, je leur ai dit « travaillez bien ». Et je crois que c'est ce qu'on a de mieux à faire, c'est vrai.